Mon épouse a qualifié le mariage d'esclavage moderne et a choisi l'émancipation. J'ai vu la liberté épuiser son argent et j'ai vu le fantasme de l'esclavage moderne s'effondrer de façon retentissante. Esclavage moderne. C'est ainsi qu'elle a appelé le mariage. Pas un partenariat, pas un engagement, pas même une erreur. Esclavage moderne. Le jour où mon épouse a déclaré que le mariage était de l'esclavage, j'ai fait la chose évidente, j'ai offert la liberté. La sienne et la mienne. Tout a commencé il y a environ 6 mois, lorsqu'elle a découvert une communauté en ligne qui a apparemment ouvert ses yeux sur l'oppression réelle des femmes mariées. Du jour au lendemain, tout ce que je faisais devenait la preuve de mon contrôle tyrannique sur sa vie. Préparer le café le matin. Je renforçais des attentes domestiques archaïques. Lui demander si elle voulait dîner au restaurant avec moi. Je monopolisais son temps. Faire des heures supplémentaires pour payer notre prêt immobilier? Je l'enfermais dans un système conçu uniquement pour mon bénéfice. La première fois qu'elle a utilisé ces mots, nous étions assis sur le canapé à regarder la télévision, après que j'ai passé ma journée à réparer notre robinet qui fuyait et à tondre la pelouse. Elle m'a regardé avec l'éclat d'une sagesse nouvellement acquise et a déclaré. « Tu te rends compte que tout ça, ce n'est rien d'autre que de l'esclavage moderne, n'est-ce pas? Je cuisine. Je nettoie. Je gère ton agenda social. Et pourquoi? Pour que tu te sentes l'homme de la maison. » J'ai ri. J'ai vraiment ri, parce que j'ai cru que c'était une blague. La femme qui n'avait pas touché une tondeuse à gazon depuis 3 ans, qui considérait remplir le lave-vaisselle comme sa plus grande contribution à l'entretien de la maison, me faisait la leçon sur l'esclavage domestique. Mais elle ne plaisantait pas. Son visage indiquait qu'elle était sérieuse. « Je ne suis pas ta bonne à tout faire », a-t-elle poursuivi, déjà lancée dans son discours. « Je ne suis pas ta secrétaire. Je ne suis pas là pour rendre ta vie confortable pendant que la mienne rétrécit de plus en plus. » Et voici un détail concernant mon épouse, elle a toujours été dramatique, mais là, c'était différent. Ce n'était pas la plainte habituelle sur le fait que je laisse de la vaisselle dans l'évier ou que j'oublie d'acheter du lait. C'était une réinterprétation complète de notre relation, filtrée par une certaine idéologie qu'elle avait trouvée dans un coin d'Internet. Les semaines suivantes, chaque conversation finissait par revenir à sa théorie de l'émancipation. Si je suggérais de rendre visite à mes parents le week-end, je lui imposais un travail émotionnel non rémunéré. Si je remarquais que nous manquions de provisions, je lui assignais des corvées domestiques. Si je travaillais tard et rentrais fatigué, j'attendais d'elle qu'elle soit mon service personnel de restauration. Le point de rupture est survenu lors d'un dîner avec nos amis. Nous recevions le groupe chez nous, et j'avais passé l'après-midi à faire des grillades pendant qu'elle avait préparé une salade et disposé quelques amuse-bouches achetées tout près. Rien d'inhabituel, rien que nous n'ayons fait des dizaines de fois. Mais, assis à table avec 3 autres couples, elle a décidé d'éclairer tout le monde sur la véritable nature du mariage. Le mariage, ce n'est que de l'esclavage moderne avec un meilleur marketing, a-t-elle annoncé de but en blanc. La table est tombée dans un silence de mort. Réfléchissez-y, a-t-elle continué. On attend des femmes qu'elles fournissent des services domestiques, un soutien émotionnel et une coordination sociale sans aucune compensation ou reconnaissance réelle. C'est du travail non rémunéré déguisé en amour. Le mari d'une amie a failli s'étouffer avec sa bière. Les épouses ont échangé ce regard circonspect que les femmes échangent lorsque quelqu'un est sur le point de rendre les choses très inconfortables. Et elle n'avait pas fini. Prenez aujourd'hui, par exemple. J'ai passé des heures à planifier ce menu, à acheter les ingrédients, à préparer la nourriture, et demain je vais passer la journée à tout nettoyer. Que fait-il? Il se tient à côté d'un barbecue pendant 30 minutes et on le félicite encore comme un mari attentionné. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi, attendant ma réaction. C'était le moment de me défendre ou de la laisser redéfinir notre mariage devant tout le monde. Mais au lieu de me mettre sur la défensive ou d'être embarrassé, quelque chose s'est simplement mis en place en moi, une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'ai posé ma fourchette sur la table, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai souri. Pas un sourire heureux, mais un sourire qui disait que je comprenais exactement à quel jeu nous jouions. Tu as absolument raison, j'ai dit. L'esclavage est terrible. Personne ne devrait vivre comme ça. Elle a cligné des yeux, visiblement surprise par mon accord. La table est restée silencieuse. Tout le monde sentait que quelque chose d'important était en train de se passer, mais personne ne savait exactement quoi. Si c'est ainsi que tu vois notre mariage, j'ai continué,
d'une voix calme et ferme, alors nous devons absolument faire quelque chose. Parce que je ne voudrais jamais maintenir quelqu'un en esclavage. Cela ferait de moi une personne horrible, n'est-ce pas? Un lourd silence s'est installé avant que quelqu'un ne change de sujet pour parler de la météo, mais le mal était déjà fait. Elle avait tracé sa ligne dans le sable, et j'avais accepté le défi. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que la liberté fonctionne dans les deux sens. Si elle voulait s'émanciper du fardeau terrible qu'était le fait d'être mariée à moi, j'étais plus que disposé à l'aider à atteindre cette libération. Lorsque nos invités sont partis, je faisais le ménage pendant qu'elle pianotait sur son téléphone. Elle semblait sentir qu'un changement s'était opéré. « Tu es bizarre », a-t-elle dit sans lever les yeux de son écran. « Je réfléchis simplement à ce que tu as dit aujourd'hui », j'ai répondu, en mettant des assiettes dans le lave-vaisselle. À propos de l'esclavage, de la liberté et tout le reste. Tu as soulevé des points intéressants. Elle a finalement levé les yeux vers moi, et j'ai vu une lueur d'incertitude dans ses yeux, comme si elle réalisait qu'elle était peut-être allée trop loin. Mais il était trop tard pour les regrets. Elle avait ouvert cette porte, et j'allais la franchir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté absolue sur ce qui devait se passer. Si mon épouse voulait la liberté de l'esclavage du mariage, alors c'était exactement ce qu'elle allait avoir. Les semaines suivantes ont été comme regarder quelqu'un démonter sa propre vie, pièce par pièce, tout en appelant cela du progrès. Elle a embrassé la théorie de la libération et a foncé à toute vitesse, sans regarder en arrière. Tout a commencé par la nourriture. Lundi matin, j'ai ouvert le frigo en m'attendant à trouver mon déjeuner préparé, quelque chose qu'elle avait fait sans se plaindre pendant 2 ans. À la place, j'ai trouvé un mot collé sur le lait. Les femmes libres ne préparent pas de repas pour leurs oppresseurs. Débrouille-toi. J'ai éclaté de rire. Je suis resté là dans la cuisine, à 6h30 du matin, à rire jusqu'à en avoir mal au ventre, parce qu'elle pensait que c'était une punition. Elle pensait que m'obliger à acheter mon propre sandwich allait me briser et me faire supplier pour revenir à l'ancienne routine. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et je l'ai trouvée affalée sur le canapé avec un verre de vin, encore en pyjama depuis le matin. La cuisine ressemblait à un décor post-apocalyptique, l'évier plein de vaisselle, du marc de café répandu sur le plan de travail, une boîte à pizza vide sur la table. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé, vraiment curieux de voir comment elle justifierait cette scène. Libératrice, a-t-elle dit sans me regarder. J'ai passé toute la journée à faire exactement ce que je voulais, au lieu de ce que la société attend de moi. C'est merveilleux. Je vois, ai-je répondu, observant le chaos. Extrêmement merveilleux. L'ironie lui a échappé. La semaine suivante, son projet de libération a grandi. Elle a arrêté de faire la lessive, la sienne ou la mienne. Elle a arrêté de faire les courses, affirmant que maintenir la maison approvisionnée était de la servitude domestique. Elle a même arrêté de faire le nettoyage de base, laissant la vaisselle s'empiler jusqu'à ce que nous n'ayons plus aucun ustensile propre. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était autre chose, elle a continué à dépenser comme si rien n'avait changé. De nouveaux vêtements apparaissaient dans le placard. Des produits de skincare chers s'accumulaient dans la salle de bain. Elle se commandait à manger tous les jours, sans jamais se soucier de savoir d'où venait l'argent pour financer tout cela. Le véritable tournant est survenu lorsqu'elle a découvert un groupe appelé « L'éveil des épouses ». Tous les jeudis, elle disparaissait pendant 3 heures pour participer aux réunions, rentrant à la maison pleine d'énergie et avec de nouvelles idées révolutionnaires sur les relations. Aujourd'hui, nous avons parlé du travail émotionnel, a-t-elle annoncé en revenant de l'une de ses sessions, me trouvant en train de lire dans le salon. Tu as une idée de la quantité de travail émotionnel non rémunéré que les femmes fournissent dans les relations? Éclaire-moi, ai-je répondu, sans lever les yeux de mon livre. Nous gérons l'agenda social. Nous nous souvenons des anniversaires et des dates importantes. Nous entretenons les relations avec les familles. Nous offrons du réconfort et du soutien lorsque les hommes sont stressés. En gros, nous sommes des thérapeutes et des assistantes personnelles non rémunérées. J'ai fermé le livre et lui ai accordé toute mon attention. Cela semble épuisant. Comment penses-tu que nous devrions résoudre cela? Elle a cligné des yeux, surprise, elle s'attendait à un débat, pas à une question. Eh bien, les femmes doivent cesser de fournir ces services gratuitement. Nous devons établir des limites. Ça a tout à fait du sens, ai-je approuvé. Tu ne devrais plus rien faire qui ressemble à du travail non rémunéré. Mon accord, là où elle s'attendait à de la résistance, l'a déconcertée. Mais elle a poursuivi. Exactement.
C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter de gérer nos obligations sociales. Si tu veux voir ta famille ou tes amis, tu devras tout organiser toi-même. Je ne suis plus ta secrétaire. Pas de problème, ai-je répondu, en rouvrant mon livre. Je vais dire à ma mère de m'appeler directement à partir de maintenant. Le week-end, elle a décidé de tester ses nouvelles limites. Ma sœur a appelé à propos d'un barbecue familial. Au lieu d'accepter automatiquement et de tout organiser, comme elle le faisait toujours, elle m'a simplement tendu le téléphone. Ta famille, ta responsabilité. Dimanche matin, je me suis préparé pour le barbecue. Elle a semblé surprise de me voir mettre mes chaussures. Où vas-tu? Barbecue en famille. Celui que tu as décidé de ne pas organiser. Mais je pensais que nous n'irions pas tous les deux, puisque je ne m'occupe plus de cette partie. Et pourquoi je manquerais ça? Je suis très capable de m'organiser. Je fais ça depuis 32 ans. Son expression était inestimable, comme si elle n'avait jamais envisagé qu'en se retirant de l'équation pourrait simplement continuer à fonctionner sans elle. Elle est restée à la maison ce jour-là, postant des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux sur « se choisir soi-même » et « briser les attentes ». Pendant ce temps, j'ai eu l'une des réunions familiales les plus agréables depuis des mois. Sans ces plaintes subtiles sur le fait de devoir tout gérer, je me suis vraiment détendu et j'ai profité de la compagnie des autres. Ma sœur a même remarqué à quel point je semblais plus serein. Quand je suis rentré, elle m'attendait avec ce qui semblait être un discours préparé. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé, et j'ai réalisé que je dois prendre ma libération plus au sérieux. Les demi-mesures ne suffisent pas. Si je veux rompre avec l'esclavage du mariage traditionnel, je dois aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce que cela signifie? Ai-je demandé, sincèrement curieux de savoir jusqu'où elle irait. Je veux essayer une séparation. Pas un divorce, juste une pause. J'ai besoin de découvrir qui je suis quand je ne suis pas définie comme l'épouse de quelqu'un. Voilà, l'aboutissement logique de son cheminement de libération. Elle voulait le meilleur des deux mondes, conserver la sécurité financière et le statut social du mariage tout en vivant la liberté d'une célibataire. Je l'ai regardée longuement. La femme qui a partagé mon lit pendant 4 ans, qui a promis de construire une vie avec moi, demandait maintenant la permission de faire comme si notre mariage n'existait pas, tout en conservant tous les avantages. Proposition intéressante, ai-je déclaré. Enfin. Dis-moi en plus sur la façon dont tu imagines que cela fonctionnerait. Elle a commencé un discours visiblement préparé sur la façon dont ce concept avait été discuté lors des réunions du « réveil des épouses », des séparations temporaires où le couple vit ensemble, mais mène des vies complètement indépendantes. Sans responsabilité partagée, sans activité commune, sans attente de partenariat. C'est comme être colocataire, a-t-elle expliqué, mais avec les protections légales du mariage toujours en vigueur. Donc tu veux toute la liberté d'être célibataire, avec toute la sécurité d'être marié. Il ne s'agit pas de sécurité, a-t-elle rétorqué rapidement. Il s'agit de découvrir mon moi authentique. J'ai acquiescé lentement, comme si je considérais l'idée avec sérieux. Tu sais quoi? Je pense que tu as raison. Tu mérites de découvrir qui tu es vraiment. En fait, je vais même t'aider à obtenir exactement la liberté que tu recherches. Le soulagement sur son visage fut presque offensant, comme si elle s'était attendue à ce que je résiste, que je la supplie de ne pas abandonner notre partenariat. Au lieu de cela, j'étais en train d'accepter de lui donner tout ce qu'elle souhaitait. Ce qu'elle ne percevait pas, c'est que la liberté fonctionne dans les deux sens. Et si elle voulait découvrir qui elle était sans l'esclavage du mariage, elle était sur le point de recevoir une leçon des plus complètes. La conversation concernant notre séparation a laissé eu lieu un mardi soir. Le mercredi matin, j'avais déjà un plan qui aurait rendu un stratège fier. Elle descendit vers 10 heures apparemment, sa nouvelle routine libérée n'incluait pas de se lever tôt et me trouva assis à la table avec un ordinateur portable, un bloc-notes et ce qui ressemblait à de sérieux documents. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Demanda-t-elle en se servant du café que j'avais préparé des heures auparavant. Je travaille simplement sur les détails de ton projet de liberté, répondis-je sans lever les yeux. Si nous faisons cette expérience de séparation, nous devons établir quelques règles pour éviter toute confusion. Elle s'assit en face de moi, soudainement moins assurée que la veille. Quel genre de règles? Je tournai l'écran de l'ordinateur vers elle. Eh bien, puisque tu souhaites vivre comme des colocataires avec la protection légale du mariage, j'ai pensé qu'il valait mieux formaliser notre arrangement. Le rendre officiel. Le document à l'écran portait le titre.
Accord de cohabitation, cadre de vie indépendante. J'avais passé 3 heures ce matin-là à le rédiger, et il était parfait dans sa simplicité. Voici comment nous allons tout diviser, poursuivis-je. Loyer, charges, courses, internet, assurance, tout à 50-50e. Étant donné que nous ne fonctionnons plus comme un couple, il n'est pas logique que je continue à assumer la plus grande partie des dépenses pour maintenir notre niveau de vie. Sa tasse de café s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. Par des dépenses ? Répéta-t-elle, presque sans voix. Tu sais bien, comme les couples partagent habituellement leurs ressources. Mais puisque tu désires l'indépendance, tu voudras prendre en charge tes propres dépenses. C'est parfait, en réalité. Tu auras un contrôle total sur ton argent, sans avoir à rendre de compte à quiconque. Je glissai une copie imprimée vers elle. Elle la lut, son inquiétude grandissant à chaque ligne. D'après ceci, je devrais payer 1200 $ par mois rien que pour ma part des dépenses du foyer. C'est exact. Plus ma voiture, mon assurance, mon téléphone, mes courses, mes loisirs, mes vêtements, toutes les dépenses habituelles d'un adulte. Exactement. Formidable, n'est-ce pas? Une liberté financière totale. La couleur quitta son visage tandis qu'elle faisait ses calculs. Son emploi à mi-temps dans la boutique lui rapportait environ 1500 $ net par mois. Elle ne s'était jamais arrêtée pour évaluer le coût du train de vie auquel elle était habituée. Mais, nous sommes toujours mariés, dit-elle faiblement. Légalement, nous formons toujours une unité. Exactement. C'est pourquoi tu conserves toutes les protections légales dont tu as parlé. Mais au quotidien, tu voulais vivre comme des individus indépendants, n'est-ce pas? Les individus indépendants assument leur propre chemin. Elle fixa le papier comme si celui-ci pouvait changer si elle le regardait assez longtemps. Cela semble excessif. Vraiment? Parce que la semaine dernière, tu as affirmé qu'attendre de toi une contribution à la gestion de la maison relevait de l'esclavage. Et l'esclavage, c'est excessif. Ainsi, te voilà totalement libre. Personne n'attend rien de toi. Et tu n'as rien à faire pour personne. Je sortis un autre document. J'ai également rédigé une clause d'indépendance sociale. Puisque tu ne souhaites plus gérer notre agenda social, nous aurons des vies sociales complètement séparées. Tu pourras sortir avec qui tu veux, quand tu veux, sans tenir compte de mon emploi du temps. Et j'en ferai de même. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que si tu veux sortir avec des amis, tu sors. Si je souhaite recevoir des gens ici, je les reçois. Nous ne sommes plus les compagnons l'un de l'autre. Nous sommes simplement deux personnes indépendantes partageant un logement. Le silence devint pesant. Je pouvais pratiquement voir son cerveau tenter de comprendre comment la situation avait pris une telle tournure si rapidement. Il y a encore une chose, dis-je en sortant le dernier document. Puisque nous allons vivre de manière indépendante, il est logique d'organiser des espaces séparés. Je conserve la suite parentale avec sa salle de bain attenante. Tu utiliseras la chambre d'amis et la salle de bain du couloir. Pourquoi gardes-tu la suite parentale? Parce que c'est moi qui paie pour la suite. L'hypothèque est à mon nom. Souviens-toi, tu es désormais essentiellement en train de louer un espace chez moi, tu auras donc un logement adapté à une locataire. Ses mains tremblaient lorsqu'elle reposa sa tasse sur la table. Ce n'est pas ce que je voulais dire en demandant de l'espace. Non? Que voulais-tu dire? Je voulais dire, de l'espace émotionnel. Du temps pour réfléchir. La liberté face aux attentes. Et c'est précisément ce que tu obtiens. Indépendance émotionnelle totale, aucune attente. Tu es libre de penser à ce que tu veux, de poursuivre les passions qui te plaisent, de devenir qui tu souhaites être. N'était-ce pas exactement ce que tu disais vouloir? Elle regarda à nouveau les papiers, puis moi. Pour la première fois depuis des mois, je vis de l'incertitude dans ses yeux au lieu de cette conviction arrogante. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr, prends tout le temps qu'il te faut. Mais pour que tu saches, je vais mettre en place le nouvel arrangement à partir de lundi, que nous en ayons reparlé ou non. J'ai déjà déplacé mes affaires dans la chambre d'amis temporairement, comme ça tu peux utiliser le week-end pour décider où tu veux installer ton espace de vie indépendant. Cette dernière partie était un mensonge, mais elle servait son propos. L'idée que j'avançais avec ou sans son opinion l'avait visiblement secoué. Tu ne peux pas simplement décider ça tout seul. En réalité, je le peux. Tu voulais l'indépendance, et je te la donne.
Le seul choix que tu as à faire, c'est si tu veux être indépendante ici, ou ailleurs. Je fermai l'ordinateur portable et rassemblai les papiers. Je vais à la salle de sport. Quand tu seras prête à discuter des détails, fais-moi signe. Mais, comme je l'ai dit, le nouvel arrangement commence lundi, que nous ayons eu cette conversation ou non. Alors que je me dirigeais vers la porte, je l'entendis m'appeler. Ce n'est pas juste. Je me retournai et lui offris le même sourire calme que j'avais utilisé lors du dîner, des mois plus tôt. Juste. Tu as passé des semaines à dire que notre mariage était une prison et que tu voulais t'en libérer. Je te donne exactement ce que tu as demandé. En quoi cela ne serait-il pas juste? Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Que pouvait-elle dire? Qu'elle voulait la liberté, mais pas les responsabilités qui l'accompagnent. Qu'elle voulait l'indépendance, mais pas son coût. Qu'elle voulait être libérée du mariage, tout en conservant tous les bénéfices d'être mariée. Je rentre dans quelques heures, dis-je. Nous pourrons en reparler plus tard, si tu veux. Je la laissai assise à la table de la cuisine, ses papiers étalés devant elle, entrevoyant enfin ce que la véritable liberté signifiait vraiment. Pas la version fantasmée que son groupe de Libération lui avait vendue, mais la version concrète, les factures doivent être payées, les responsabilités existent, et vivre en adulte indépendant a un prix. Le meilleur, c'est que je n'avais pas haussé le ton, je ne m'étais pas mis en colère, je n'avais pas essayé de la convaincre de quoi que ce soit. J'avais simplement pris les désirs qu'elle avait elle-même exprimés et lui avais montré à quoi ils ressembleraient lorsqu'ils seraient appliqués de manière logique et complète. Si elle voulait jouer avec notre mariage, elle allait apprendre que non seulement je connaissais les règles du jeu, mais que c'était moi qui les avais écrites. Le lundi arriva comme un jour de règlement des comptes. Je me réveillai à 5h30, comme toujours. Mais au lieu de marcher sur la pointe des pieds pour ne pas la réveiller, je suivis ma routine normalement, le moulin à café qui fonctionnait, la douche qui coulait, les informations à volume normal. Pourquoi devrais-je m'adapter à quelqu'un qui n'était plus ma partenaire? Elle descendit l'escalier vers 8h, l'air de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi. Son week-end avait clairement été lourd. Elle avait passé le samedi enfermée dans la chambre d'amis, au téléphone probablement avec son groupe de Libération, cherchant une validation pour dire que j'étais déraisonnable. Le dimanche, elle n'était sortie que pour commander de la nourriture et me lancer des regards pendant que je préparais mes repas pour la semaine. « Donc tu vas vraiment faire ça ?» demanda-t-elle en regardant la pile de factures que j'avais laissée sur le comptoir, la moitié d'entre elles à son nom. « Nous allons le faire, corrigeai-je. C'était ton idée, tu te souviens. Je m'assure simplement que cela fonctionne vraiment. » Je lui tendis une enveloppe. « Ta part des dépenses du mois. » Comme nous sommes déjà à la moitié du mois, j'ai tout calculé au prorata. 600 pour ta moitié du prêt et des charges, plus environ 200 pour ce que tu as consommé en course jusqu'à présent. Elle ouvrit l'enveloppe comme s'il s'agissait d'une bombe prête à exploser. 800 $? Je ne peux pas payer 800 $. Alors peut-être devrais-tu prendre quelques quarts de travail supplémentaires, ou trouver une chambre à louer qui corresponde à ton budget. La suggestion resta en suspens dans l'air comme un défi. Elle pouvait claquer la porte et prouver qu'elle était sérieuse au sujet de l'indépendance. Ou elle pouvait admettre que son mouvement de libération n'était qu'une fantaisie qu'elle ne pouvait pas se permettre. C'est ridicule, dit-elle. Mais sa voix manquait d'assurance. Nous sommes mariés. Tu ne peux pas me faire payer un loyer dans ma propre maison. Ce n'est pas ta maison. C'est ma maison, dans laquelle tu vis. Et à partir de cette semaine, tu vis ici en tant qu'individu indépendant. Ce qui signifie que tu paies tes propres dépenses, comme n'importe quel autre adulte indépendant. Je lui montrai une capture d'écran sur mon téléphone. J'ai même vérifié combien coûtait une chambre meublée dans notre quartier. Tu as une bonne affaire à 6 cents par mois. Son visage traversa 5 émotions différentes en 10 secondes. Colère, incrédulité, panique, calcul, et enfin quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Comme si elle me voyait clairement pour la première fois depuis des mois. Où est-ce que tu penses que je vais trouver 800 $? Au même endroit où n'importe quel adulte trouve l'argent pour vivre, en travaillant, en gérant son budget, en décidant ce qu'il peut ou ne peut pas se permettre. Je finis de ranger mon déjeuner, quelque chose dans quoi je suis devenu très doué ces dernières semaines, et pris mes clés. Je pars travailler maintenant. Quand je rentrerai, je m'attends à recevoir le paiement ou tes alternatives de logement. À toi de choisir. Le trajet vers le travail fut comme le premier matin lucide que j'ai eu depuis des mois.
Pas besoin de marcher sur des œufs, de tourner autour du pot, de gérer l'humeur de qui que ce soit. Sans me demander quelle critique m'attendrait à mon retour. Sans tenter de deviner comment éviter le prochain discours sur mon comportement oppressif. Vers l'heure du déjeuner, mon téléphone vibra avec un message d'elle. « On peut parler quand tu rentres ?» Je répondis. « Bien sûr. Et mon argent prêt et nous pourrons parler de ce que tu voudras. » Les points de suspension passif-agressif apparurent et disparurent plusieurs fois avant qu'elle ne finisse par écrire. C'est insensé. Ce qui est insensé, c'est de passer des semaines à dire à son propre mari que le mariage est de l'esclavage, puis d'être surprise quand il offre la liberté. Pas de réponse. Quand je rentrai à la maison ce soir-là, elle était assise à la table de la cuisine, un chéquier et une calculatrice devant elle. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de découvrir que la rhétorique et la réalité sont deux choses très différentes. « Je t'ai fait un chèque, dit-elle sans lever les yeux. « Parfait. De quoi voulais-tu parler ?» Elle me regarda enfin, et je pus voir qu'elle avait pleuré. Mais ce n'étaient pas les larmes manipulatoires d'avant. C'étaient les larmes de quelqu'un qui avait passé la journée à faire des calculs, et n'avait pas aimé le résultat. Je ne peux pas vivre comme ça. Je n'en ai pas les moyens. Alors tu as deux options, gagner plus d'argent, ou dépenser moins. Les deux sont entièrement sous ton contrôle. Ou, nous pourrions revenir à comme c'était avant. Je m'assis en face d'elle, la même position que lors de sa demande de libération, quelques jours plus tôt. Revenir à quand tu qualifiais notre mariage d'esclavage? Quand tu refusais de contribuer au foyer? Quand tu as passé des semaines à mépriser tout ce que je faisais pour nous? J'essayais de me trouver. Et maintenant tu t'es trouvé. Tu as appris que l'indépendance a un coût. Que la liberté s'accompagne de responsabilités. Et que traiter son mari de propriétaire d'esclave a des conséquences. Elle regarda à nouveau le chéquier. Je ne le pensais pas comme ça. Bien sûr que si. Tu l'as pensé exactement ainsi. Tu croyais pouvoir avoir tous les avantages d'être marié sans aucune des obligations. Tu croyais pouvoir me traiter comme une ordure et que je l'accepterais simplement, parce que c'est ce que font les maris, bien. Le silence s'installa entre nous. Dehors, on entendait des enfants jouer dans le jardin voisin. La vie normale continuait, tandis que nous étions assis sur les ruines de notre partenariat. Et si je m'excusais? Demanda-t-elle finalement. Tu t'excuserais pourquoi? Pour avoir dit ces choses. Pour avoir été injuste. Et tu le penserais vraiment? Ou tu le dirais seulement parce que tu as découvert que l'indépendance coûte plus cher que prévu? Elle ne répondit pas, ce qui, en soi, était une réponse. Voilà la situation, dis-je en me levant, des excuses auraient peut-être eu du sens il y a un mois. Mais tu m'as montré qui tu es vraiment quand les choses deviennent difficiles. Tu m'as montré à quelle vitesse tu balayerais 4 ans de mariage pour un fantasme de libération. Pourquoi voudrais-je revenir à cela? Je pris son chèque et le rangeai dans mon portefeuille. Merci pour le loyer. À plus tard. Alors que je m'éloignais, je l'entendis murmurer. Ce n'était pas censé être comme ça. Elle avait raison. Ce n'était pas censé être comme ça. C'était censé être bien mieux que cela. 3 semaines après notre nouvel arrangement, j'ai vu ma femme découvrir ce que signifiait la vraie indépendance. Et c'était beau, dans le sens le plus instructif possible. Elle avait commencé à prendre des quarts supplémentaires à la boutique, travaillant 6 jours par semaine au lieu de ses 3 jours confortables. La femme qui se plaignait de fatigue après avoir plié du linge rentrait maintenant épuisée, après 8 heures debout à gérer des clients difficiles et l'inventaire. Les réunions du « réveil des épouses » devinrent les premières victimes de son nouvel emploi du temps. Après tout, les groupes de libération sont un luxe que l'on ne peut s'offrir que lorsque quelqu'un d'autre paie les factures. Quand on travaille le soir pour payer son loyer, les séances d'empowerment du jeudi deviennent des quarts du jeudi soir. La maison était plus propre qu'elle ne l'avait été depuis des mois, surtout parce qu'elle n'était presque plus là pour la salir. J'avais établi une routine qui fonctionnait parfaitement pour une seule personne. Préparation des repas le dimanche, lessive le mercredi soir, facture tout en prélèvement automatique. L'harmonie domestique qu'elle qualifiait d'oppressive s'était révélée étonnamment facile, quand une seule personne devait la maintenir. Pendant ce temps, je prospérais. Sans le flot constant de critiques et de ressentiments, je redécouvrais des parts de moi que j'avais oubliées. Je repris la salle de sport. Je renouai avec de vieux amis. Je m'inscrivis même à un atelier de menuiserie le week-end, que je voulais suivre depuis des années.
Le changement était si perceptible que mon bien-être devint un sujet de conversation. Ma sœur dit que j'avais l'air plus heureux. Un collègue demanda si j'avais perdu du poids. Même la serveuse du café commenta que j'avais l'air plus détendu. L'ironie ne m'échappa pas. La libération de ma femme m'avait finalement libéré, moi. Mais la véritable révélation arriva un samedi matin, durant la 4e semaine. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner lorsqu'elle descendit, encore en pyjama malgré l'heure tardive, presque midi. Elle avait l'air terrible, épuisée, stressée, comme quelqu'un portant un poids auquel elle n'était pas habituée. « Je peux te poser une question ?» dit-elle, arrêtée sur le seuil. « Bien sûr. Comment faisais-tu pour que tout ait l'air si facile ?» Je me tournai vers elle. « Faire quoi paraître facile ? Tout. Travailler, payer les factures, s'occuper de la maison, gérer tout ça. Tu donnais l'impression que ça ne demandait aucun effort. » Un instant, j'eus presque pitié d'elle. Presque. Ce n'était pas sans effort. C'était simplement nécessaire, alors je le faisais. Mais tu ne te plaignais jamais. Tu n'avais jamais l'air stressé par l'argent ou épuisé par le travail. Je me plaignais, oui. Tu ne l'entendais juste pas, parce que tu étais trop occupé à expliquer à quel point tu étais opprimé. Elle grimaça cela, mais ne discuta pas. Je n'avais aucune idée de combien tout coûtait, parce que tu ne me le montrais jamais. Tu t'occupais de tout. Rien que les courses sont absurdes, poursuivit-elle. Comment les gens font-ils pour pouvoir se nourrir ? Je faillis rire. Les gens établissent un budget. Ils planifient leurs repas, profitent des promotions, cuisinent au lieu de commander à manger tous les soirs. Tu sais, toutes ces activités domestiques oppressantes dont tu t'es libéré. Elle s'appuya contre le chambranle de la porte, l'air vaincu. Je ne sais pas comment tu faisais pour tout gérer. Je ne faisais pas tout. Nous étions censés le faire ensemble, tu te souviens ? C'est comme cela qu'un partenariat fonctionne. Mais tu as décidé que le partenariat était de l'esclavage, alors nous en sommes là. Le silence s'étira entre nous. Je pouvais voir qu'elle traitait quelque chose, rassemblant son courage pour dire ce qu'il avait réellement fait descendre. J'ai fait une erreur, dit-elle finalement. Quelle erreur ? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Toute cette histoire de libération. Qualifier le mariage d'esclavage. Te traiter comme si tu étais le problème, au lieu de valoriser ce que tu apportais à notre relation. Je posai ma tasse de café sur la table et lui accordai toute mon attention. Continue. J'étais en colère à propos de choses qui n'avaient rien à voir avec toi. Et j'ai laissé ces femmes me convaincre que tu étais l'ennemi. Que notre mariage était le problème, au lieu d'être juste, des choses normales que les couples affrontent et résolvent. Quelle sorte de choses ? Elle hésita un instant, puis sembla décider que l'honnêteté était la seule carte possible. Je détestais mon travail. Je me sentais coincé, ennuyé, comme si ma vie n'allait nulle part. Mais au lieu de m'en occuper, c'était plus facile de blâmer notre relation. De faire de toi la raison pour laquelle je me sentais étouffé. Maintenant, nous touchions à quelque chose de réel. Et maintenant ? Demandai-je. Maintenant, je réalise qu'être indépendante et misérable, c'est toujours être misérable, mais en plus c'est cher et solitaire. Je hochai lentement la tête. C'est un début. Mais reconnaître que tu as eu tort n'est pas la même chose que comprendre pourquoi tu as eu tort, ni savoir ce que tu vas faire différemment à partir de maintenant. Je sais. J'y ai beaucoup réfléchi, entre les quarts de travail, en essayant de faire un budget pour les courses et en regrettant d'avoir quelqu'un à qui parler de ma journée. Regretter d'avoir quelqu'un à qui parler, ou regretter d'avoir quelqu'un pour écouter tes plaintes. La question la frappa comme un coup physique. Je vis l'instant où elle réalisa que, ces derniers mois, nos conversations étaient essentiellement elle déversant sa frustration tandis que j'absorbais tout sans recevoir de soutien en retour. Je veux réparer ça, dit-elle à voix basse. Je veux nous réparer. C'est bon à savoir. Mais vouloir réparer et pouvoir réparer sont deux choses différentes. Je terminai mon petit déjeuner et plaçai mon assiette dans le lave-vaisselle. Tu m'as montré qui tu deviens quand la vie devient difficile. Tu m'as montré à quelle vitesse tu es prête à tout incendier quand quelqu'un te dit que tes problèmes sont de ma faute. Pourquoi devrais-je croire que cela ne se reproduira pas la prochaine fois que tu seras malheureuse ? Elle n'eut pas de réponse, ce qui était déjà un progrès. Un mois plus tôt, elle m'aurait attaqué sur le champ. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Demanda-t-elle enfin.
Pourquoi faire? Pour que tu crois que je peux être différente, meilleure. Je considérais la question sérieusement non parce que je prévoyais de la reprendre, mais parce qu'elle méritait une réponse honnête. Il faudrait du temps. Il faudrait que tu prouves que tu peux être indépendante sans t'effondrer ou blâmer les autres pour tes choix. Il faudrait que tu montres que tu valorises ce que j'apportais à notre partenariat, au lieu de le ressentir. Et si tu faisais tout cela, alors nous pourrions parler de savoir s'il reste quelque chose à reconstruire. Mais cela est très loin, et exigerait que tu veuilles réellement être marié avec moi, pas seulement fuir les conséquences de ne pas l'être. Je me dirigeais vers la porte, mais me retournais avant de sortir. D'ici là, ton loyer est dû la semaine prochaine. Et je pense que l'expérience de gagner cet argent est bonne pour le développement de ton caractère. En la laissant là dans la cuisine, je réalisais que quelque chose avait définitivement changé. Pour la première fois depuis le début, elle posait les bonnes questions, pas des exigences. Elle examinait son propre comportement, pas le mien. Cela mènerait-il quelque part? Il était encore trop tôt pour le dire. Mais au moins, maintenant, elle comprenait le véritable coût de la liberté qu'elle avait exigé si bruyamment. 2 mois. C'est le temps qu'il a fallu à la femme qui avait qualifié le mariage des « esclavages modernes » pour réaliser qu'elle vivait au paradis, et l'appelait une prison. Le point de rupture arriva un jeudi soir, en octobre. Je rentrai à la maison après mon cours de menuiserie et la trouvai en train de pleurer à la table de la cuisine, entourée de factures, de relevés bancaires et de ce qui ressemblait à des formulaires de candidature. Journée difficile? Demandai-je, curieux mais pas vraiment compatissant. Elle leva son visage, les yeux rouges. Je me suis fait licencier de la boutique. Ils réduisent les effectifs à cause de la basse saison. Dernière embauchée, première licenciée. Elle fit un geste désemparé vers les papiers éparpillés. Je ne sais pas comment je vais payer le loyer le mois prochain. Je pris un verre d'eau et m'appuyai contre le comptoir. Dommage. Quel est ton plan? Je n'ai pas de plan. J'ai postulé à 12 endroits la semaine dernière et je n'ai eu que 2 réponses. Aucun ne paie assez pour couvrir mes dépenses ici. On dirait que tu dois peut-être envisager d'autres options de logement. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un défi. C'était ce moment, celui où elle allait devoir assumer son indépendance ou admettre que son expérience de « libération » avait été une erreur coûteuse. « C'est ce que tu veux » demanda-t-elle d'une voix basse. « Que je parte ?» Ce que je veux est sans importance. Il s'agit de ce que tu peux te permettre, et des choix que tu es prête à faire pour maintenir le style de vie que tu as choisi. Elle fixa les factures un long moment. Je ne peux pas me permettre ce style de vie. Je n'ai jamais pu. Je vivais dans un fantasme où quelqu'un d'autre s'occupait des parties difficiles, et je me contentais de me plaindre de l'injustice de tout cela. C'est exact. J'avais tort sur toute la ligne à dire que le mariage était de l'esclavage, à dire que tu étais contrôlant, à penser que je méritais la liberté sans responsabilité. J'avais complètement, honteusement tort. Je posai mon verre d'eau dans l'évier. Avoir tort n'est pas un défaut de caractère. Persister dans l'erreur après avoir connu la vérité, cela en est un. Je veux revenir, pas à l'ancien arrangement, mais à un vrai partenariat, où je contribue au lieu de seulement consommer et me plaindre. Et à quoi cela ressemblerait-il, selon toi? Elle y avait clairement réfléchi. Cela signifierait que je trouve un vrai travail, pas seulement une occupation pour passer le temps. Que j'assume ma part des responsabilités sans avoir besoin qu'on me le rappelle. Que je valorise ce que tu fais au lieu de tout considérer comme acquis. Et quand la vie redeviendra stressante, quand je serai mécontente de quelque chose et chercherai quelqu'un à blâmer, alors je le gérerai en adulte, au lieu de détruire mon mariage en échange de la validation d'inconnus. Je m'approchai de la table et m'assis en face d'elle, comme nous l'avions fait tant de fois ces derniers mois. Mais cette fois-ci, c'était différent. Elle semblait différente, plus humble, plus centrée, comme quelqu'un qui avait réellement appris quelque chose d'important sur elle-même. Je ne suis plus la même personne qui est partie d'ici en exigeant une libération, poursuivit-elle. Ces 2 derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus instructifs. J'ai appris que l'indépendance sans compétence n'est qu'une solitude coûteuse. Et qu'as-tu appris d'autre? Que j'avais un homme bien qui m'aimait, qui subvenait à mes besoins et soutenait mes rêves, et que j'ai jeté cela parce que quelques femmes aigries m'ont convaincu qu'il était l'ennemi. Elle essuya ses yeux du revers de la main. J'ai appris qu'un vrai partenariat n'est pas de l'esclavage. C'est la seule chose qui rend la vie gérable.
J'étudiais son visage à la recherche du moindre signe de manipulation ou d'apitoiement sur soi. Tout ce que je vis était de la fatigue et des regrets sincères. Si je considère te laisser revenir dans notre mariage, ce ne sera pas en tant que ma dépendante. Ce sera en tant que partenaire à part entière, avec des responsabilités égales et la même responsabilité face aux conséquences. Je sais. Plus de groupes de libération. Plus de voix extérieures te disant à quel point tu es opprimé. Plus de traitement de notre partenariat comme un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Je sais. Et si tu te remets, un jour, à qualifier notre mariage d'esclavage, je te remettrai les papiers du divorce le jour même. Pas comme une menace, mais comme une promesse. Elle hocha la tête, les larmes coulant librement. Je comprends. Je pris la pile de factures et l'ai ajoutée aux miennes. Je couvre ce mois-ci pendant que tu trouves un travail, mais c'est la dernière fois que je nettoie un gâchis créé parce que tu as préféré l'orgueil au partenariat. Merci. Ne me remercie pas encore. Prouve que tu mérites une seconde chance. Montre que tu as appris quelque chose qui valait vraiment la peine d'être appris. Le mois suivant, elle fit exactement cela. Elle décrocha un emploi à temps plein dans un cabinet médical, gagnant presque le double de ce qu'elle gagnait à la boutique. Elle assuma les courses et la planification des repas sans qu'on le lui rappelle. Elle organisa sa propre vie sociale et entretint ses amitiés sans attendre que je gère ses besoins émotionnels. Et, plus important encore, elle cessa de tenir notre partenariat pour acquis. Quand je réparais quelque chose dans la maison, elle disait merci. Quand je résolvais un problème financier, elle le reconnaissait. Quand nous passions du temps ensemble, elle semblait réellement reconnaissante de ma compagnie, et non pas rancunière de ma présence. La femme qui revint dans notre mariage était fondamentalement différente de celle qui était partie. Non pas parce que je l'avais changée, mais parce que la réalité lui avait donné une leçon qu'aucune conversation n'aurait pu égaler. 6 mois plus tard, nous recevions à nouveau des amis pour un dîner. En rangeant, une de nos amies commenta à quel point nous semblions plus heureux tous les deux. « Quel est votre secret ?» demanda-t-elle. Mon épouse me regarda, puis la regarda. Nous avons appris la différence entre un partenariat et l'esclavage. Et, plus important encore, nous avons appris que la liberté n'est pas l'absence de responsabilité. C'est la capacité de choisir ses responsabilités avec sagesse. Je souris en mettant la vaisselle dans le lave-vaisselle. Parfois, il faut perdre quelque chose pour comprendre la valeur qu'il avait. Elle hocha la tête, essuyant les verres avec soin. Et parfois, la meilleure façon de sauver un mariage est de le laisser se terminer assez longtemps pour que les deux se souviennent pourquoi ils ont voulu être ensemble en premier lieu. Notre ami parut perplexe, mais nous comprîmes parfaitement. Mon épouse avait obtenu exactement la libération qu'elle avait tant réclamée. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, la délicieuse ironie. Elle voulait être libérée de son esclavage quotidien, un homme qui payait les factures, réparait la maison et lui offrait une vie stable. La libération, elle l'a obtenue, liberté de jongler avec 2 jobs pour survivre, liberté de compter chaque centime, liberté de découvrir que le fardeau du mariage était en réalité un filet de sécurité. Le féminisme toxique lui a vendu un conte de fées victimaire, et la réalité lui a présenté la note. La plus belle leçon ? Parfois, la cage dont vous vous plaignez est en fait le toit qui vous protège de la pluie. Santé à l'éveil brutal.